Bon. Donc, je disais avant la pause, euh, c'est-à-dire que le R au carré est un autre facteur ou bien un autre métrique qui permet d'évaluer la qualité d'une régression. Le R au carré, en fait, il faut se méfier de ces valeurs. Pourquoi? Car quand la complexité du modèle augmente, quand la complexité du modèle augmente, c'est-à-dire tu passes d'un modèle à un paramètre, y égale à a, puis un modèle à deux paramètres, y est égal à ax plus b, un autre modèle à trois paramètres, ax au carré, bx plus c, et ainsi de suite. Donc la complexité du modèle augmente. Quand le nombre de variables augmente, le nombre de paramètres du modèle augmente, et ben, ça veut dire que la complexité du modèle augmente aussi. Donc le R au carré ne cesse d'augmenter. C'est clair? Deuxième résultat, ces erreurs, c'est-à-dire R, MSLE, MSLE, le MAS, MAE, R, MSE ou bien MSE, ou bien MS, mean square tout simplement, enfin le square error, diminue, converge vers zéro. Bon, maintenant tu vas me dire comment je fais moi pour choisir le meilleur modèle. Attention, les valeurs de R au carré sont trompeuses. Attention. Enfin, avec 3 points, tu passes une droite, tu peux obtenir facilement un R au carré est égal à 0,8. Alors que ce n'est pas, c'est-à-dire si tu fais un test d'hypothèse statistique, tu vas trouver 2,3 comme valeur de probabilité critique. Ça veut dire que ce n'est pas bien, du tout. Alors, ce n'est pas significatif, hein. Statistiquement, ce n'est pas assez significatif. À cet égard, tu as deux choix. Soit tu traces le R au carré ajusté. Le R au carré ajusté est un métrique qui permet en réalité d'évaluer entre des modèles. En effet, quand le modèle dispose de peu de variables, donc le R au carré va augmenter, puis à un moment donné, le R au carré va stagner et puis il va diminuer. Donc nous, on prend le maximum de R au carré, comme ici. Donc là, avec une seule variable, j'ai 6, 9, enfin, c'est-à-dire, ça c'est en pourcentage, hein, 0,69. Avec deux variables, j'ai 0,77,8. Avec trois variables, 0,77,3. Donc on remarque en fait que ça monte et puis ça diminue ici. Alors, on va choisir le modèle à deux variables. Figurez-vous, le R au carré ajusté contient en fait contient un cas, c'est-à-dire le nombre de paramètres, le nombre de variables dans le modèle. C'est clair? B. Maintenant, avec ces erreurs, RMSE, MAE, MAS, RMSLE, qui sont implémentées en Python, en scikit-learn, avec le R au carré et le R au carré ajusté, il faut réaliser des tests d'hypothèse statistique. C'est une garantie, hein. Voilà. Voilà, très bien. Donc là, c'est bon, on vient de finir l'évaluation par rapport à la régression. Tout à fait, Hatem il a dit, tout à fait, comment interpréter. B. Je commence par la dernière question. Il a dit comment interpréter les résultats MAS et MAE. B. Ok. Regarde, Hatem. Par exemple, RMSE, MAE, MAS et RMSLE, ce sont des erreurs. Ce sont des erreurs. Ces métriques te permettent de calculer un écart par rapport à un modèle théorique. C'est-à-dire, toi, tu as un point, ça c'est un donné, c'est un vrai point. Et puis, toi, tu prédis un autre point. Donc, entre les deux points, il y a un écart. Ces erreurs, ces métriques te permettent de calculer cet écart. Bien sûr, c'est un écart en fait additionné sur tous les points. Ce sont des écarts additionnés avec ces formules. Question. Comment on choisit un modèle selon ces métriques? En effet, le modèle qui donne les écarts les plus faibles, on le prend. On le prend. Maintenant, pourquoi il y a plein de fonctions objectives? Car chaque fonction objective
sera utilisé dans un cas. B, je commence par le slide 28. Dans quel cas on utilise un mean square? C'est-à-dire tu prends YI chapeau moins YI, tu mets au carré, tu fais une somme. Nous avons fait ça au début de ce semestre. Et dans quel cas tu divises par n? Et dans quel cas tu fais une racine carrée? Donc, les trois, tu les utilises quand les erreurs sur les données suivent une loi normale. C'est-à-dire, tes données vérifient cette hypothèse. Tous les points possèdent des erreurs gaussiennes. Dans ce cas-là, tu peux utiliser RMSE, mean square ou bien MSE. Est-ce que c'est clair? Plus c'est faible, mieux c'est. Plus c'est faible, mieux c'est. Maintenant, nous avons vu la semaine passée que quand on ajoute des erreurs systématiques, la semaine passée, pendant la régression non linéaire, qu'est-ce qu'on a fait? En fait, nous avons ajouté des erreurs systématiques. Nous avons pris une erreur, on a multiplié l'erreur par 35. Donc, on a fini par des points aberrants. Le RMSE ne marche pas bien avec des données contenant des points aberrants. À cet égard, on change de métrique. Donc, toi, un autre jour, quand tu regardes que dans tes données, les erreurs ne suivent pas une loi normale. Enfin, toi, tu prends en fait tes données, tu essaies de calculer les erreurs et tu trouves que les erreurs sur tes points ne suivent pas. Les erreurs ne suivent pas une loi normale. Qu'est-ce que tu fais? Tu utilises un MAE. Enfin, tu utilises en fait plutôt une somme des valeurs absolues. Enfin, tu peux après diviser par n. Hein. Tu es libre. Bon, de toute manière, ce qui est implémenté en Python, c'est cet estimateur qui est divisé par n. Mais c'est quoi le problème avec cet estimateur? Là, tu vas me dire, pourquoi on n'a pas appliqué cet estimateur en régression linéaire? D'après toi, pourquoi? Car cet estimateur, en fait, contient un carré. C'est un estimateur, il est différenciable. La fonction ici, je peux calculer sa dérivée première et je peux calculer sa dérivée seconde. C'est-à-dire que je peux fabriquer sa matrice hessienne. Par contre, cette erreur, enfin, cette fonction objectif, contient une valeur absolue. Et toi, tu sais que la valeur absolue n'est pas dérivable. Donc, ce qui pose quelques problèmes par rapport à la convergence. C'est clair? Après, toi, si tes données sont symétriques, c'est-à-dire, toi, tu as supprimé la valeur moyenne, tu as divisé par l'écart type, tu peux utiliser cette fonction objectif. OK? Maintenant, dans quel cas on sort cette fonction objective contenant une fonction logarithme? Bien évidemment, quand tes données disposent d'une grande dynamique, c'est-à-dire tes données, par exemple, varient entre 1 et 1 milliard. Entre 1 et 1 milliard. À cet égard, qu'est-ce qu'on fait? Les autres fonctions objectives, peut-être ne fonctionnent pas correctement, on utilise plutôt la fonction logarithme. C'est bon, j'ai répondu à ta question. Donc, toi, quand tu compares en fait deux modèles ou bien trois modèles, tu compares ces modèles avec un seul métrique ici, un seul RMSE. Ou bien pour les trois modèles, tu fais MAE et tu regardes le plus faible. Ou bien pour les trois modèles, tu fais MAS et tu regardes la valeur la plus faible. Le modèle qui te donne, par exemple, le RMSLE le plus faible, c'est lui le meilleur modèle. Voilà. Maintenant, bon, ici, j'ai expliqué ça. Maintenant, en fait, on peut, en parallèle avec ces fonctions objectives, on peut évaluer les modèles avec le R au carré et le R au carré ajusté. Donc, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu prends un modèle, un polynôme de degré 1, un polynôme de degré 2, un polynôme de degré 3 et de degré 4. Et chaque fois, tu calcules le R au carré, le R au carré ajusté. À l'instant où le R au carré, en fait, ajusté diminue, commence à diminuer, et bien là, tu dis, tiens, c'est le meilleur modèle. Après, tu appliques en fait des tests d'hypothèse statique sur ce modèle pour regarder la significativité, la signification statistique de différents paramètres. Il faut faire le tout, hein. Il faut appliquer tout, c'est-à-dire il faut essayer. Il faut essayer. Là, sincèrement, on n'a pas le temps, en fait, pour faire un TP et tout. J'ai préparé
j'ai préparé un truc sur KNN qui s'appelle Learning Curve, ok? Mais je vous donne le principe. Allez, je passe maintenant en fait à la classification. Je passe à la classification. Donc, en classification, je vais commencer comme en régression, je vais commencer par les fonctions coûts, ou bien les fonctions objectifs. Loss function. Il existe en fait deux loss functions. Il y a cette fonction, donc categorical cross entropy. Donc, on trouve en réalité deux sommes. Hein. Bon, ça te rappelle quoi, cette fonction? Ça te rappelle l'entropie vue pendant le chapitre arbre de décision. C'est clair? Donc, j'ai yi fois log népérien de la probabilité plus 1 moins yi log de 1 moins pi. yi, c'est la catégorie, là, il y a une erreur hein, sur cette fonction. C'est la catégorie de l'observation. C'est-à-dire c'est un bon client 1, mauvais client 0. PI, c'est la probabilité, c'est une probabilité. C'est la probabilité que ce client soit classé comme bon client ou bien mauvais client. Voilà. Bon, ces fonctions objectifs sont déjà implémentées en Python. Bon, je vais te montrer ça. Voilà, ici. Je fais source, puis je fais matrix, et voilà. Enfin, je vais t'envoyer le lien. CTRL-Z, CTRL-C. N'hésitez pas à m'interrompre hein, s'il y a des questions. Oui, il m'a posé une question. Il m'a dit, Sir, I have a question. Now we are talking about how to evaluate two or more models. We need just compare these metrics and the lowest is the best, but how to evaluate one model? Does the train and test samples play a role here? How to evaluate one model? OK. B, il fait, OK, il fait. En fait, quand on évalue plusieurs modèles, on travaille aussi sur des données d'entraînement et sur des données tests. Maintenant, imaginons que nous avons un seul modèle. Par rapport à un seul modèle, qu'est-ce qu'on trouve dans un seul modèle? On trouve des paramètres. Et on trouve en fait aussi des hyperparamètres. Donc, avec un seul modèle, on commence à varier les paramètres et les hyperparamètres pour trouver la meilleure configuration dans le même modèle. C'est clair? C'est-à-dire là, il existe deux types d'évaluation. Une évaluation entre plusieurs modèles. Et une fois que tu finis par un modèle, tu prends ce modèle et tu commences à changer, à varier ces paramètres et ces hyperparamètres pour trouver la meilleure configuration. Tu entraînes le modèle sur les données d'entraînement et puis tu testes sur les données tests. Et tu utilises à cet égard, qu'est-ce que tu utilises? Tu utilises en fait une recherche sur grille, cross-validation, une validation croisée couplée avec une recherche sur grille. Une minute, je te montre ça, learning curve. Et donc, là. Je vous ai envoyé le code. Hein. Ce fichier cross-val, grid search, validation, curve learning curve, il est dans vos boîtes email. OK. Je vous montre ça déjà. Bon, c'est déjà ici. Regardez. Là, en fait, c'est très facile. Enfin, on n'a pas voulu compliquer la vie pour vous. Nous avons pris tout simplement l'ensemble des données Iris. Enfin, 3 fleurs et tout. Bon, bref, là, en fait, on charge Iris, OK? Puis, on va utiliser l'algorithme KNN. KNN Iris Neighbor. Donc, avec l'algorithme KNN, on choisit ici
1 comme nombre de proches voisins. Bien évidemment, on ne sait pas bien 1. On ne sait pas. Est-ce que K est égal à 1? Est-ce que K est égal à 2? Est-ce que K est égal à 3? Est-ce que K est égal à 10? Puis on ne sait pas. Est-ce qu'on va choisir une distance euclidienne? Ou bien on va choisir une distance de Manhattan? Ou bien on va choisir une distance de Minkowski? Tu vois? Allez, on commence. On fait le Trent split. Bon, tout ça, vous le connaissez, hein, donc je passe rapidement. Le Trent split. Puis je viens ici. Je calcule, je prends K est égal à 1. J'ajuste le modèle sur les données d'entraînement, X trait, Y trait. Je trouve un score est égal à 1. L'accuracy. Je vais vous montrer ça tout de suite, l'accuracy. C'est-à-dire la somme de la diagonale de la matrice de confusion divisée par la somme totale. J'applique, je calcule le score sur les données T, je trouve 90%. Bon, il y a quand même une dégradation du score. C'est normal, car on peut interpréter ça, soit on va dire que dans l'ensemble test, les données sont moins nombreux, c'est clair, ou bien il y a un overfitting. Bon, là plutôt il y a un overfitting ici, car avec K est égal à 1, personne ne travaille avec un K en N, avec un K est égal à 1. C'est faux. Je continue. Allez, regardez ici. Je prends K est égal à 3. Là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de choisir à la main. Hein. C'est pas bien à la main. Il faut automatiser le process. Je prends K est égal à 3. Bon. Regardez. Sur les données d'entraînement, le score devient 0,975. Il n'est plus 100%. Mais le score sur les données test s'améliore. Il devient 0,933. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? Avec K est égal à 1, c'est de l'overfitting. Passer de 100% à 90%, c'est de l'overfitting entre train et test. Là, je suis en train de répondre à la question de Fed, puisque m'a posé la question, elle m'a dit comment je fais avec un seul modèle, à l'intérieur du modèle lui-même. Je prends K est égal à 3. Je m'éloigne un peu de l'overfitting. 0,975, puis j'ai 0,933. Donc la dégradation, elle est plus faible entre 1 et 0,9. Maintenant, regardez, je prends K est égal à 6. Je prends 6 proches voisins. J'améliore le score sur le X-trait et j'améliore aussi le score sur le X-test. 0,966. Donc, on peut dire même qu'avec K égale à 3, nous avons quand même de l'overfitting, nous avons quand même de surapprentissage. Là, tu vas me dire, mais on commence à jouer. C'est-à-dire, je prends K égale à 1, K est égal à 2, K est égal à 3, K est égal à 6. Il n'existe pas une procédure qui permet d'automatiser le choix de K. Le chapitre aujourd'hui, c'est évaluation d'un modèle. Dans l'évaluation d'un modèle, on va comparer entre un modèle ayant un ensemble de paramètres avec un autre modèle, avec le même modèle ayant un autre ensemble de paramètres. Bon, à cet égard, on utilise une validation croisée. Enfin, la validation croisée, c'est facile, hein, vous connaissez ça. Je prends l'ensemble des données, je divise par 5 et j'entraîne sur 4 et je teste sur la cinquième partie. Et je répète ça 5 fois. Bon, comment tu fais, toi, une validation croisée? Dans scikit-learn model selection, tu appelles la fonction cross-val-score. D'accord? Tu choisis comme métrique accuracy ici. Il existe plusieurs styles de métriques. Il y a l'accuracy, il y a precision, il y a recall. Nous, on va choisir accuracy. CV est égal à 5 et on obtient en fait ces scores. OK? Et puis, qu'est-ce qu'on fait? Bon, avec 7 proches voisins, on calcule la valeur moyenne. Donc, on trouve qu'avec 7 proches voisins, le score est de 0,966. Maintenant, regardez comment on automatise le choix de K. For I in K, je prends un K qui varie entre 1 et 49, j'écris une boucle for, d'accord? Et à chaque fois, j'appelle cross-val score, une validation croisée appliquée sur un score. Le score ici, c'est l'accuracy. L'accuracy, c'est la somme de la diagonale divisée par la somme totale. Et à chaque fois, je change la valeur de K. Et je calcule la valeur moyenne.
OK? Bon, là, c'est pas très terrible, hein, personne ne va. Enfin, c'est compliqué quand même de visualiser les résultats. À cet égard, boum, on trace cette courbe. Bon, je dézoome un peu. Je dézoome un peu. Voilà, je trace cette courbe. C'est quoi le meilleur cas ici? Le meilleur cas, c'est le cas qui donne le meilleur score moyen. C'est clair? Donc là, le meilleur cas se trouve ici. C'est entre 0 et 10. Bien évidemment, il y a en fait des perturbations, hein, car c'est comme ça, hein, dans la vraie vie, dans les vraies données, il y a toujours des problèmes. Donc toi, tu vas appliquer cette procédure. Avec KNN, c'est rapide. Mais attention, avec XGBoost ou bien avec Random Forest, ça va prendre du temps. Et puis, tu prends le cas ou bien le paramètre qui maximise le score. L'accuracy. Maintenant, on peut passer aux courbes de validation. Donc, dans ces courbes, on s'intéresse plutôt. Bon, ça c'est la même chose. Bon, entre la courbe rouge et la courbe bleue ici, c'est entre le X-train et le X-test. B. Maintenant, regardez comment on choisit entre les cas et les distances. On fait ce qu'on appelle un grid sur CV, c'est-à-dire une recherche sur grille couplée avec une validation croisée. Tu viens ici. Voilà, tu viens ici. J'espère que c'est clair pour vous. Hein. C'est bon, je vais zoomer un peu. Voilà. Donc, from scikit-learn model selection, je vais charger grid search CV, recherche sur grille couplée avec validation croisée. Je prends le nombre de proches voisins. Je le varie entre 1 et 20. Maintenant, c'est clair. Hein. Moi, je sais que le meilleur cas se trouve entre 1 et 10. Au lieu de travailler entre 1 et 50, entre 1 et 49, comme tout à l'heure, je travaille entre 1 et 20. Je serre l'espace de phase. Et puis, j'ai choisi en fait deux métriques, c'est-à-dire deux distances. La distance euclidienne et la distance de Manhattan. C'est clair? Et j'applique ma procédure. Donc, l'algorithme, il va faire ses calculs, et à la fin, il va me renvoyer le meilleur modèle. Et bien, le meilleur modèle, c'est le meilleur qui possède K est égal à 5, 5 proches voisins, avec une distance euclidienne. C'est-à-dire, en fait, c'est bon, là, nous avons automatisé la procédure d'évaluation du modèle KNN. C'est-à-dire, avec la base de données Iris, si on veut effectuer une classification, la meilleure classification est donnée par un algorithme KNN avec 5 plus proches voisins, K est égal à 5, et avec une distance euclidienne. Voilà. Et à la fin, en fait, bon, là, ici, je trace la matrice de confusion. Bon, je rappelle juste que l'accuracy, ou bien le score, c'est 8 plus 9 plus 11, divisé par la somme totale. Donc 8 plus 9, ça fait 17, plus 11, ça fait 28, plus 2, 30. Donc 8 plus 9 plus 11, ça fait 28, sur 30, ça va te donner l'accuracy ou bien le score. Et puis, en fait, on peut passer à ce qu'on appelle the learning curves, les courbes d'apprentissage. Ça consiste à quoi, les courbes d'apprentissage? En fait, je prends le meilleur modèle. Puis, à chaque fois, je donne des données à ce modèle. Je lui donne 10 points. Puis, je lui donne 20 observations. Puis, je lui donne 30 observations. Puis, je lui donne 40 observations. Et je regarde le score à chaque fois. Je regarde le score. C'est clair? Sur l'entraînement et sur le test. À l'instant où j'obtiens le meilleur score, je dis, c'est bon, là, je fixe le nombre de mes données. Car n'oubliez pas, les données sont trop chères. Toi, tu ne vas pas t'amuser en fait à récupérer 1 giga de données. Imagine que pour faire un churn problem, exactement des clients, il suffit juste de travailler sur 2000 clients. Pourquoi tu vas aller chercher 10 000 clients? Au lieu de 2000, tu peux faire l'affaire, tu travailles avec 10 000. C'est du perte d'argent. Donc, dans ce cas-là, on trace ce qu'on appelle the learning curves.
Et là, c'est bon, on finit vraiment l'étape d'évaluation. Là, c'est bon, on fait toute la procédure. Par exemple, ici, on remarque qu'avec 60 points, c'est bon, on obtient le meilleur score. On arrête donc la procédure. Ça ne sert à rien d'aller au-delà de 60 points. Est-ce que c'est clair? Bon, je vais revenir aux métriques, mais est-ce que c'est clair? Oui. Enfin, Oui, oui. j'avoue, là, c'est très compliqué. Là, on parle des choses vraiment hyper compliquées. Je sais pas. Dites-moi si c'est pas. Enfin, vous pouvez me dire Oui, que vous je n'avez. نقول لك c'est un peu costaud معناتها كيف شوي. Oui, 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 où tu décroches, Hatem, dis-moi, où tu décroches. Enfin, voilà, Mehdi, كلمني. Où tu décroches, Mehdi. Monsieur حاتم Oui, Hatem, où tu décroches. الكوانتيتي تاع الانفورماسيون كيفاش معناتها كلها مع بعضها هذيك علاش مسيو قلت لك سي ان بو كوستو برشا حاجات مع بعضها فرد وقت. En fait, c'est la dernière séance où bah, le problème que c'est la dernière séance où enfin il y aura bien évidemment il y aura des séances en fait de consolidation. N'oubliez pas c'est le confinement, il y aura des consolidations après le premier enfin à partir du 1er juin. J'espère vous retrouver le 1er janvier dans la classe. Bon, on peut discuter de ça. Mais vous pouvez quand même, c'est en français, hein, c'est-à-dire vous pouvez quand même lire enfin, ce fichier Jupyter Notebook. Il est mal, il est bien expliqué. En fait, Lotfi Nsib, docteur Lotfi Nsib, il a bien fait le travail ici. Vraiment, c'est très cool, quoi. Moi, c'est vrai, moi, j'ai l'habitude vraiment de parler très théoriquement. Et lui, il explique mieux que moi, ça c'est vrai. Bon, bref. B, ok, je continue. Bon, s'il n'y a pas d'autres questions, je continue. Allez. Donc, évaluation. Regardez. Là, je suis en train d'utiliser en fait un support développé à l'université de Lyon. Notre partenaire, c'est le professeur Rako Tomalala. En fait, c'est un gourou d'analyse de données. C'est-à-dire, le gars, il a fait sa thèse depuis 97 sur les arbres de décision et des algorithmes sous forme de graphes. Donc, bon, c'est un spécialiste d'analyse des données. Bon, j'ai pris en fait deux slides de ces cours. Vous pouvez trouver ces cours sur ce blog, hein, sur ce site internet, tutoriel data mining blogspot.fr. Voilà, ça c'est par rapport aux droits d'auteur. Allez, question maintenant. Comment on évalue un modèle d'apprentissage en classification? Comment on évalue un modèle d'apprentissage en classification? Bon, on dresse la matrice de confusion. En fait, cette matrice, c'est pas une matrice de confusion, c'est pas votre confusion. Bon, je pense que vous êtes confus là, c'est bon. Non, non, c'est la matrice de confusion du modèle. C'est une matrice qui permet d'expliquer la confusion du modèle. Bon, je vous explique cette matrice pour une deuxième fois. À gauche ici, vous allez trouver la réalité, c'est-à-dire les observations statistiques, les données réelles, quoi. En haut, ici à droite, vous allez trouver les prédictions du modèle. Allez, je veux travailler avec une classification binaire. Je vais travailler avec une classification binaire. Bon client, mauvais client. Bon client, mauvais client. Donc, bon client plus, mauvais client moins. OK. Donc, quand toi, tu prends un client en classification binaire, il y a deux possibilités. Soit le client est un bon client, soit le client est un mauvais client. Ça, c'est la réalité. Tu appliques ton algorithme de classification. Kane, random forest, arbre de décision, et ainsi de suite, ainsi de suite. Ton algorithme réalise une prédiction. Ton algorithme réalise une prédiction. Toi, tu as un client, bon client, mauvais client. Ton algorithme réalise une prédiction. Il va prédire ce client comme un bon client ou bien il va prédire le client comme un mauvais client.
OK. Donc, on finit par 4 possibilités. Voilà les 4 possibilités. Et là, concentrez-vous. Tout d'abord, le client est un bon client. L'algorithme prédit ce client que c'est un bon client. Donc, est-ce qu'il s'agit d'une mauvaise prédiction ou bien d'une bonne prédiction? En fait, c'est une bonne prédiction. Donc, c'est un true positif, un vrai positif, true positif, TP, un vrai positif. Enfin, en français, VP, en anglais, TP, comme vous voulez. True, car l'algorithme, il a prédit correctement, c'est true. Positif, ça veut dire, car le client est un bon client, c'est une situation bénéfique pour la banque, c'est un bon client. Donc, plus, ça donne A. Maintenant, deuxième possibilité, le client est un bon client. L'algorithme prédit le client comme un mauvais client. Il prédit ça à tort, donc l'algorithme se trompe. J'obtiens en fait ici B. C'est quoi ce B-là? C'est un faux positif. False positive, FP, faux positif, FP. Donc là, l'algorithme se trompe. Logiquement, on a intérêt à diminuer B et augmenter A. Allez, je passe en fait aux 2 cas qui restent. Le client est un mauvais client. L'algorithme prédit que ce client est un bon client. Eh bien, est-ce que c'est faux ou c'est vrai? C'est faux, false. Négatif ou positif? Négatif, puisque c'est un mauvais client. Donc, false, négatif, effet. False, négatif, effet. Là, c'est le vrai problème de tous les algorithmes de classification. Les effets. Une personne qui est malade, c'est négatif, hein? Une personne qui est malade, c'est négatif. Du coronavirus, par exemple. Il se présente dans un hôpital. Il effectue un test. Le test, à tort, classifie cette personne comme personne non atteinte. La personne, elle est malade, elle est atteinte du virus. L'algorithme, ou bien le test, classifie cette personne comme personne non malade. Eh bien, c'est un faux négatif. La personne rentre chez elle, elle va mourir chez elle. Par exemple, là, donc les FN, c'est vraiment dangereux. Tu classifies un client comme un bon client alors que lui, c'est un mauvais client. Tu lui donnes un crédit, tu lui accordes un crédit, et ben lui n'a pas les capacités de rendre le crédit, de rembourser ses dettes, et ben problème, bonjour au problème. Attention au C ici, au FN, false negative. Et puis, le dernier cas, le client est un mauvais client, négatif, l'algorithme prédit que c'est un mauvais client. Donc, c'est un true négatif, vrai négatif, true négatif, TN. Voilà, donc ça, c'est notre matrice de confusion. À partir de cette matrice, on va sortir en fait toutes les grandeurs permettant d'évaluer un modèle. Regardez les indicateurs. Mais tout à l'heure, j'ai parlé, quoi? Là, quand vous regardez le fichier ici, Jupyter Notebook, quand vous regardez le fichier Jupyter Notebook, vous allez trouver le score, accuracy. Vous allez trouver plutôt accuracy quelque part. Voilà, là, accuracy. C'est quoi l'accuracy? L'accuracy, en fait, ici, tout simplement, c'est A plus D, divisé par le total, par N. Voilà. Ça, c'est l'accuracy. C'est le score, en scikit-learn, c'est le score du modèle. C'est la force du modèle, la force de prédiction du modèle. A plus D divisé par N. A plus D divisé par N. Ça, c'est l'accuracy. Maintenant, est-ce que l'accuracy est un bon indicateur? Non. Par exemple, dans le problème de désaxement des clients, on veut surtout diminuer les false négatifs, les faux négatifs.
Dans un problème de scoring d'un client en vue de l'octroi d'un crédit, on veut aussi diminuer le C. On veut bien évidemment augmenter la diagonale, mais on veut aussi diminuer le C. À cet égard, les spécialistes en machine learning, ils ont défini plusieurs indicateurs. Par exemple, on trouve le taux d'erreur. C'est quoi le taux d'erreur? C'est C plus B divisé par N. C'est-à-dire, l'accuracy, c'est A plus D divisé par N. Le taux d'erreur, c'est C plus B plutôt divisé par N. On trouve aussi la sensibilité. Regardez, par rapport à la sensibilité et à la précision, c'est facile. Si toi, tu travailles sur la première ligne, là, ta matrice de confusion, regarde, ta matrice de confusion contient en fait une ligne, une colonne et une colonne. Si toi, tu prends la première ligne, et tu fais A divisé par A plus B, tu obtiens quoi? Tu obtiens en fait ce qu'on appelle un indicateur qui s'appelle sensibilité. A sur A plus B. C'est la sensibilité. On appelle ça aussi taux de vrai positif. Taux de vrai positif. C'est l'axe des Y dans la courbe ROC. Le taux des vrais positifs, c'est l'axe des Y dans la courbe ROC. Maintenant, toi, tu prends la première colonne. Tu prends la première colonne. Pas la première ligne, tu prends la première colonne. Et tu fais A divisé par A plus C. Tu fais A divisé par A plus C. Tu obtiens ce qu'on appelle la précision. La précision du modèle. C'est clair? Et le taux des faux positifs, c'est C divisé par C sur D. C divisé par C sur D. Ce qui te donne quoi? Ce qui te donne l'axe des X pour la courbe ROC. Enfin, je vais te montrer la courbe ROC. Voilà la courbe ROC. Voilà la courbe ROC. La courbe ROC, cette courbe ROC, c'est le taux de true positive rate en fonction du taux des false positive. Voilà, FPR. FPR, false positive rate. Donc, la base, c'est 50%. Là, la courbe jaune, de toute manière, si tu obtiens en fait la courbe jaune ou bien une courbe en dessous de la courbe jaune, tu peux jeter ton modèle à la poubelle. Hein, ton modèle ne marche pas. Et puis, on a intérêt à avoir cette allure. Plus l'allure converge vers 1, mieux c'est. C'est clair? C'est-à-dire, toi, comment tu vas distinguer entre deux modèles? Eh bien, tu traces la courbe ROC et tu regardes en fait est-ce que la courbe s'approche de 1 ou non. En réalité, on calcule la surface sous la courbe. La surface sous la courbe, c'est un autre indicateur statistique qui s'appelle AUC. AUC. T'inquiète pas, c'est implémenté en Python. AUC, c'est implémenté en Python. Le AUC, plus le AUC est grand, mieux c'est. C'est-à-dire quand toi tu prends deux modèles, chaque modèle dispose d'un AUC. C'est-à-dire d'une surface sous la courbe ROC. Plus le AUC augmente, mieux c'est. Et le AUC est déjà implémenté en scikit-learn et je vais te montrer ça tout à l'heure. Allez, je continue. Et puis, on trouve la spécificité. C'est quoi la spécificité? La spécificité, en réalité, c'est une moyenne harmonique. C'est D divisé par C plus D. A moins le taux des faux positifs. Enfin, finalement, plein d'indicateurs. Hein, plein d'indicateurs. Ce qui nous intéresse, par exemple, dans un problème de désexement des clients, surtout, c'est diminuer C. Dites-moi, où on trouve le meilleur indicateur qui traite C? Le meilleur indicateur qui traite C. Parce que l'accuracy, par exemple, contient C, non? L'accuracy, c'est A plus D divisé par N. Il n'y a pas de C. Par contre,
Quand tu regardes le taux d'erreur contient C. OK? Et plutôt la précision. Donc, toi, si tu veux évaluer un modèle en désaxement, dans le problème du désaxement des clients, tu dois évaluer ton modèle avec la précision et non pas avec l'accuracy, avec le score. C'est clair? Voilà. Bon, cela dit, c'est bon, très bien. Allez, je vais vous montrer en fait je vais vous montrer ici l'implémentation de ces métriques en Python. Donc, l'idée est simple. Tu viens dans scikit-learn, from scikit-learn, point matrix, et puis tu vas charger. Tu vas charger quoi? Mais tout d'abord, par rapport à la fonction objectif, tu as la fonction logloss. C'est déjà implémenté en Python. Puis, pour la courbe ROC, tu as ROC AUC score. C'est-à-dire, toi, quand tu traces la courbe ROC, tu t'intéresses à regarder la surface en dessous de la courbe ROC. Et cette surface, ça s'appelle AUC. La valeur de cette surface, c'est l'AUC. Donc, tout simplement, à partir de scikit-learn.matrix, je t'ai déjà envoyé, je pense, c'est bon, tu disposes de code. Le matrix.py se trouve dans ta boîte email, normalement. Eh bien, tu vas charger accuracy score. ROC AUC score. OK? Maintenant, pour la somme de la diagonale divisée par la somme totale, c'est accuracy score. Pour le F1 score, bon, c'est là, c'est ça, recall, precision et logloss. Bon. Bien évidemment, hein, toi, tu peux aller, je te montre, tu peux aller, par exemple, dans scikit-learn, regardez comment tracer la courbe ROC. Receiver Operating Characteristic. Voilà la courbe ROC. Le true positive rate en fonction de false positive rate. Et on voit que la surface en dessous de la courbe jaune donne à peu près 0,8. C'est pas 0,5. Hein. Mais maintenant, par rapport au recall, je te montre le recall. Par rapport au recall, il faut absolument avoir un recall supérieur à 0,5. Si le recall est inférieur à 0,5, tu jettes le modèle. Finalement, l'évaluation d'un modèle en classification mobilise beaucoup d'estimateurs. D'accord? Et beaucoup d'indicateurs. Et c'est basé métier. Donc, dans chaque métier, dans chaque problème, tu utilises en fait tel ou tel indicateur. Voilà. Bon, il y a des règles générales. Bien sûr, il faut augmenter le score. Après, il faut regarder la précision. Après, il faut maximiser le AUC. Après, il ne faut pas avoir un recall qui est inférieur à 0,5. Il faut aussi maximiser le recall. Voilà, hein, voilà. Là, c'est bon, j'ai fini avec la classification. Est-ce qu'il y a une question? S'il n'y a pas de question, on passe à la segmentation. Ah, c'est costaud, hein? Ah oui. Bon, pas de question. B, ok. Donc, je pense que c'est bon, hein, tout le monde a décroché là. Non, c'est pas bien, hein. C'est rester concentré. Maintenant, je passe en fait à un vrai problème. Comment valider les résultats d'une segmentation? Je vous pose une question. Dites-moi comment vous faites pour déterminer le meilleur nombre de groupes dans le cas d'une segmentation.
Hein? Est-ce que vous m'entendez là? Comment on fait pour valider, enfin, c'est-à-dire déjà, comment on fait pour trouver le nombre de groupes dans le cas d'une segmentation? Enfin, je vous facilite. Par exemple, comment tu fais toi pour trouver le cas, comment tu fais toi pour trouver le cas dans le cas d'un algorithme Cummins? Oui, Fedi. C'est-à-dire, en fait, tu utilises la méthode Elbow. C'est-à-dire, tu crées une boucle et tu continues à calculer des distances. Maintenant, est-ce que cette méthode Elbow est une méthode empirique? Est-ce que cette méthode est basée sur des résultats mathématiques ou bien c'est une méthode... En fait, enfin, voilà, Hatem, c'est une méthode empirique. Moi, personnellement, je trouve que, c'est-à-dire, entre, c'est-à-dire si moi j'ai le droit à faire un choix entre la classification, la segmentation et la régression, l'évaluation est très compliquée dans le cas d'une segmentation. Il est très compliqué d'évaluer nos modèles, malheureusement, car on ne trouve pas des techniques mathématiques permettant d'effectuer le choix pendant une segmentation. Enfin, en régression, on trouve plein de métriques, plein de loss functions, fonctions objectives, R au carré ajusté à tes hypothèses statistiques. En classification, on trouve aussi des métriques, la fonction cross-entropie, et il y a aussi categorical cross-entropie, ok? Et on trouve la matrice de confusion, on trouve tous ces indicateurs, accuracy, precision, recall, et ainsi de suite, puis le AUC, la courbe Brock. Et ben, en segmentation, c'est un peu problématique. Hein. C'est problématique. Bon, ce que je vous conseille de faire en segmentation, il existe quand même quelques règles. Quelques règles. On essaie toujours, voilà, en segmentation, on essaye de minimiser l'inertie inter, minimiser l'inertie intra et maximiser l'inertie, oui, override, oui, l'inertie inter. Autrement dit, enfin, je monte un peu pour que vous puissiez voir. Bon, je vais mettre ici 2 hashtags. Bon, ça va. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on doit maximiser la distance entre les différents groupes. On appelle ça inertie inter. D'accord? Et on veut en même temps minimiser l'inertie intra. C'est-à-dire minimiser, diminuer les distances entre les points à l'intérieur du même groupe. Enfin, finalement, minimiser l'inertie intra nous ramène à maximiser l'inertie inter. Car l'inertie intra, inertie inter, leur somme, ça donne inertie totale. L'inertie totale est une constante. Bon, ça c'est une règle. Ça c'est une règle. Bon, il existe en fait une deuxième règle qui s'appelle l'indice de silhouette. L'indice de silhouette. Vous pouvez aussi utiliser cet indice de silhouette. L'idée est simple.
Il suffit en fait de choisir plusieurs groupes, nombre de groupes. Par exemple, ici, K est égal à 2, K est égal à 3, K est égal à 4, K est égal à 5, et ainsi de suite. Puis, on retient l'indice de silhouette le plus grand. En fait, l'indice de silhouette varie entre moins 1 et 1. Si c'est négatif, ça veut dire qu'il s'agit d'un outlier. Par exemple, là, quand tu trouves des valeurs négatives par rapport à l'indice de silhouette, donc ça veut dire que le point est aberrant. Le point n'appartient pas. C'est-à-dire ces points jaunes ayant un indice de silhouette négatif, normalement, ne devraient pas se trouver dans le groupe jaune. Là, par rapport au groupe rouge, les points ici, ce sont des outliers, des points aberrants. C'est clair? Après, toi, tu regardes, hein, si les silhouettes disposent en fait, par exemple là, bon, là, quand tu regardes, tu trouves que l'indice de silhouette avec deux groupes, ça donne 0,7. Mais quand tu regardes l'allure des silhouettes, tu vois que les silhouettes vertes, enfin, la courbe verte ici et la courbe noire sont disproportionnées. C'est clair? Donc, ce n'est pas un bon indicateur. On ne va pas prendre K est égal à 2. Après, on voit que le meilleur silhouette est donné avec un K est égal à 4. Tu vois, avec un K est égal à, par exemple, avec un K est égal à 2, 3, là, nous avons des groupes disproportionnés d'une part. D'autre part, il y a plein de points aberrants dans la groupe noire. Donc, on passe en fait à K est égal à 4. Avec K égal à 4, c'est mieux. C'est mieux. Donc, les silhouettes possèdent presque la même allure, la même forme, et il y a peu de points aberrants. Donc, on va vérifier à l'œil nu, on voit que K est égal à 4. Personnellement, je trouve qu'il est assez dur et assez compliqué de vérifier ou bien d'évaluer un modèle de segmentation. Voilà, prenez ça comme ça en machine learning en attendant les algorithmes performants du deep learning. En fait, en deep learning, on trouve des meilleurs résultats. Il y a des choses vraiment très, très formidables. Voilà, spoiler par rapport à l'année prochaine. C'est bon, là, c'est bon, on a fini en fait notre cours de cette année de machine learning. S'il n'y a pas de questions, je quitte. Fedi Abdel Kbir. We use the same methods as classification now. Non, Fedi, non. En segmentation, écoute, classification, toi tu dis classification, c'est que la classification de machine learning. Non, en segmentation, on n'utilise pas les mêmes techniques. Non. On n'utilise pas les mêmes techniques, car tout simplement, on n'a pas de variable cible. Il n'y a pas de variable cible en segmentation. On travaille à l'aveugle. Voilà. S'il n'y a pas d'autres questions. عندي سؤال monsieur. Oui, dis-moi. بلاي لو كان ترجع للتصوير monsieur الجراف نتاع الاير سكوير اللي هي الاير اوكي فوالا dis-moi oui. لا مش هذه الاخرى في الفيشي بيتون اللي بعثتها لنا نورمالمون. dans le fichier Python. Non, dans le fichier Python, il n'y a pas de R au carré. En fait, c'est une classification. Ce sont des scores, accuracy. Oui, dis-moi. 30, normalement. C'est le numéro 30. 30, B, oui. 30. Oui. اللي تحت Oui. monsieur تو لو كان هذه لو كان حسبها الجراف نتاع validation loss والtrain loss. Oui. كيفاش باش نعملوا احنا الانتربريتاسيون؟ شنو كيفاش نحبوه يكون الجراف؟ اسكو train loss لازمها تكون تحت التيست لوس والا تيست لوس فوقها والا كونفوندو والا كيفاش؟ Ok. En fait, si je prends là le score, donc le score ici, le score doit
normalement, hein, doit évoluer en fonction de la complexité du modèle. Le score évolue en fonction de la complexité du modèle. OK. Bon, ici, on voit que le score, en fait, commence avec une grande valeur, d'accord? Et puis, il se dégrade. Je parle de la courbe jaune. En fait, la courbe jaune, je trouve des difficultés à interpréter la courbe jaune ici, sincèrement. Je trouve des difficultés à interpréter la courbe jaune. Car la courbe bleue, ça commence en fait avec 0,9, enfin 0,097, puis ça augmente, puis ça diminue. Donc, je peux prendre le maximum. Enfin, le maximum ici se trouve en 5. Par rapport à la courbe jaune, ça commence, ça diminue d'un coup. Donc, malheureusement, je peux pas interpréter cette courbe jaune. Voilà. Enfin, là, j'ai envie de te dire, tu prends k égale à 1, mais personne ne prend k égale à 1. On ne peut pas travailler avec un k, un n, k est égal à 1. C'est clair, Fédia? C'est-à-dire, par rapport à ta question, je peux interpréter la courbe bleue, mais je ne peux pas interpréter la courbe jaune. واضح monsieur. Voilà. Juste سؤال آخر monsieur. Oui, dis-moi, oui. في فيشي بعثها لنا قبل خدمنا على البريديكسيون تاع ستوك ماركت تاع جوجل Oui. وامازون الكل. Oui. خدمنا بالكيراس وعملنا اللايرز نتاع الريجريسور. Oui. فما في وسط الريجريسور فما الاس تي ام. Oui, long short memory, oui. في وسطها عندنا اليونتس حطيتها ايجالا 50. Oui. شنو هما اليونتس مثلا؟ Les units, en fait, ce sont les neurones. Okay. Ce sont des neurones. De toute manière, ça, c'est du deep learning. Hein. C'est-à-dire, on verra ça en détail l'année prochaine. Ok. Enfin, c'est-à-dire, ça, c'était... Enfin, moi, j'ai voulu... Bon, c'est la matière, c'est analyse de données financières. J'ai voulu juste vous montrer une technique très, très évoluée qui permet de faire des prédictions sur le marché financier. C'était LSTM. Donc, je vous ai donné, en fait, un code déjà prêt. L'année prochaine, techniquement, tu seras capable vraiment d'interpréter tous les paramètres. Ok, monsieur. Voilà, marhaba, oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions, Jmia? C'est bon? Ok. Bon, j'arrête l'enregistrement.